Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur les antennes de la RTS2 pour ce nouveau numéro de votre magazine Midi Actu. Voici le sommaire du jour. Assemblée nationale, le nombre des députés. Notre invité du jour, M. Mohamed Sarr, il est professionnel du secteur des hydrocarbures et aussi entrepreneur. Bonjour et bienvenue à vous, M. Sarr. Bonjour Léna et merci encore de m'avoir invité. Voilà, nous démarrons donc avec l'actualité côté société. Fin de mandat de la représentante résidente de l'UNICEF au Sénégal. Après 5 ans d'exercice, elle tire un bilan plutôt satisfaisant donc, de ses actions. 5 ans donc à œuvrer pour le respect et la protection des droits de l'enfant. Suivons ce reportage. Arrivée en 2014 au Sénégal, Laïli Mochri salue le travail effectué dans le cadre de la protection de l'enfant. Une avancée très importante et je vois une différence depuis que je suis venue au Sénégal. C'est le travail qui est fait dans le cadre des comités départementaux de protection de l'enfant qui mène un travail de coordination de tous les acteurs qui jouent un rôle vis-à-vis la protection des enfants contre les abus, l'exploitation. Et je vois que durant ces années-là, le travail des CDPE que nous appuyons d'une manière très importante ont beaucoup évolué. La représentante résidente de l'UNICEF au Sénégal tire également un bilan positif de ces 5 années passées dans notre pays. Oui, le bilan est positif. Sur la question de la santé des enfants. On voit vraiment des améliorations au niveau des indicateurs. Et la mortalité infantile, on voit que c'est en train de baisser. Et la mortalité infantile, c'est aussi un indicateur de beaucoup d'autres choses. Je pense que le pays est sur une bonne voie et dans le plan d'action prioritaire de plan Sénégal émergent, on voit aussi cette fois-ci plus d'attention faite à la question de protection des enfants. Et je me réjouis de voir ça en partant du Sénégal. Du Sénégal, Laïli Mochri retient un pays qui l'a beaucoup marqué. Extrêmement, absolument. C'était vraiment un séjour très agréable et je vais prendre de très bons souvenirs avec moi. Laïli Mochri est diplômée en santé publique de l'Université de Californie et a débuté sa carrière à l'UNICEF en 1993. Après le Tadjikistan, l'Arménie, l'Afghanistan et le Sénégal, Laïli Mochri va se rendre au Zimbabwe afin de poursuivre sa mission. Mission donc bien assurée. Donc Monsieur Sarr, on voit qu'elle vient de finir donc son magistère de 5 ans, si on peut dire ça comme ça. Toujours est-il qu'il faut encore sensibiliser sur la protection des droits de l'enfant. Effectivement, c'est une mission très noble. Moi, j'ai été interpellé par les enjeux qu'elle a soulevés, notamment la mortalité infantile, le mariage précoce. Mais ce qui m'interpelle le plus, moi, en tant que Sénégalais, c'est l'exploitation des enfants, notamment la vie des talibés. Il y a eu des mesures qui ont été prises, en tout cas des essais, voilà, de sortir les enfants de la rue. Ce n'est pas encore effectif, mais bon, c'est là où moi j'attends l'État et ce type d'acteurs-là pour vraiment créer une solution. Je pense que c'est quand même une responsabilité partagée. Les parents ont aussi un grand rôle là-dedans. Effectivement, le premier point de la société, c'est naturellement la famille. Ce qu'on demande à l'État, il faut le demander à cette échelle, petite échelle micro. Donc les parents doivent prendre leurs responsabilités et les assumer. Parce que c'est à eux que revient d'abord ce rôle d'éducation, de prise en charge. Tout à fait. Alors, Monsieur Sarr, est-ce que vous connaissez la blockchain? Oui, un peu. Très bien. Nous passons donc à la rubrique technologie de l'information et de la communication.
Comme annoncé, donc, nous nous intéressons aujourd'hui à la blockchain, terme désignant une technologie de stockage et de transmission d'informations sans organe de contrôle. Au Sénégal, beaucoup de jeunes s'activent d'ailleurs dans ce domaine. Suivons cette vidéo pour avoir une définition exacte de ce que c'est la blockchain. Banque, notaire, plateforme Internet. Au quotidien, nous utilisons les services de différents tiers de confiance. Ces derniers ne font pourtant pas toujours consensus, que ce soit en termes de fiabilité ou de légitimité. Et si la blockchain était l'opportunité de réformer ce système? Et si l'on pouvait se faire confiance sans recourir à un tiers? Les nouvelles technologies ont permis aux individus de communiquer et de s'organiser entre eux directement, sans passer par un intermédiaire. Mais lorsqu'un échange implique un transfert de valeur, nous avons besoin d'un tiers de confiance. Il faut passer par une banque pour transmettre de l'argent ou par un notaire pour céder une propriété. La supervision de ces tiers de confiance n'est pourtant pas sans risque, ce qui explique que nous perdions peu à peu confiance dans nos institutions. Aujourd'hui, la blockchain offre une alternative innovante au schéma actuel en promettant de résoudre les problèmes intrinsèques au fonctionnement des tiers de confiance. Mais qu'est-ce que la blockchain ? C'est un système informatique permettant d'écrire de manière indélébile une transaction entre deux parties. C'est un registre transparent que chacun peut consulter mais sans jamais pouvoir modifier les entrées précédentes. Ce registre est constitué de blocs qui contiennent des centaines de transactions. Ils s'ajoutent les uns aux autres, formant ainsi une chaîne, d'où le terme blockchain. Les transactions peuvent être de nature très différente. Il est possible d'enregistrer un échange d'actifs, un vote ou encore un contrat numérique. Pour assurer tout ce processus, des individus ou des entreprises, appelés mineurs, mettent à disposition la puissance de calcul de leur ordinateur pour effectuer les calculs nécessaires au fonctionnement d'une blockchain. Cette puissance de calcul permet de vérifier la validité de toutes les transactions enregistrées dans une blockchain. Ces mineurs sont rémunérés en crypto-monnaie en échange de leur puissance de calcul. En assurant la fiabilité de tout le réseau, les milliers de mineurs permettent à une blockchain de créer de la confiance entre deux parties sans recourir à un tiers. À l'instar du big data ou de l'intelligence artificielle, il est encore tôt pour savoir à quel point les applications de la blockchain vont révolutionner nos sociétés. Mais une chose est sûre, la blockchain représente une opportunité inédite de transformer notre système. Je dois quand même avouer, ça doit être la première ou la deuxième fois que j'entends parler de la blockchain. C'est bien parce que ce genre de rubrique nous permet vraiment de revenir sur les définitions que nous ne connaissions pas. Et aujourd'hui, c'est juste un prétexte en fait pour entrer dans votre secteur à vous, parce que vous êtes dans les technologies aussi. Et vous avez créé ce qui est donc la Solar Box. C'est bien ça. Effectivement. C'est quoi la Solar Box? Encore un autre mot à côté de la blockchain dont on n'a pas entendu parler. Alors, nous avons créé un device dont l'objectif est de connecter les populations off-grid, donc qui ne sont pas dans les réseaux électrifiés, à l'électricité et aux contenus digitaux. Et cette Solar Box-là, elle permet de stocker de l'énergie solaire dans des batteries, tout en diffusant un Wi-Fi. Nous la connectons à des lampes, à un écran de basse consommation, un écran télévisé, et nous pouvons charger des téléphones portables, tablettes, et beaucoup d'autres appareils à basse consommation. D'accord. Donc concrètement, qu'est-ce que la Solar Box peut offrir à nos autres populations? Alors, on a 600 millions de personnes en Afrique qui n'ont pas accès à l'électricité. Il y a aussi 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à Internet. Notre box est, à mon sens, on ne le dit pas pour être prétentieux, mais on a fait des recherches, on n'a pas encore vu un device qui permet de donner l'électricité et Internet dans un seul et même device. Donc c'est là où notre produit est unique et pour nous c'est un game changer. Imaginez dans les villages les plus reculés du Sénégal, vous puissiez installer un dispositif qui permet à la famille d'avoir de la lumière, de pouvoir visionner la télévision via Internet ou en connectant en fait un décodeur
d'avoir Internet. Donc, en fait, un point de distribution de Wi-Fi. Et à des coûts quand même très, très accessibles. Donc, pour nous, c'est... Sachant que, étant un device alimenté par de l'énergie solaire, ça a aussi un impact sur l'environnement. D'accord. Donc ici, il me semble que dans la démarche, en tout cas, vous privilégiez ce qui est, parce qu'on voit donc à l'image la Solar Box, il me semble que vous privilégiez dans la démarche, en tout cas, ce qui est population rurale, si je ne m'abuse. Oui, à l'origine, c'est vraiment un projet destiné à connecter les populations rurales. Mais à l'expérience, on s'est rendu compte que, parce que bon, au Sénégal, la situation est bien meilleure qu'il y a quelques années, il faut le reconnaître. Mais dans les pays, certains de nos pays frères et voisins, il peut y avoir des dizaines d'heures de coupures d'électricité dans les capitales, dans certains quartiers. Et donc, c'est aussi une alternative pour eux d'avoir une installation qui leur permet d'avoir la lumière, d'avoir la télé, d'avoir Internet, et qui n'est pas coûteuse. D'accord. Est-ce que vous avez déjà commencé à tester cela dans ces zones-là? Oui, nous avons une dizaine de box installées dans un village qui s'appelle Wonk en Casamance. On est allé en Guinée, on est allé au Mali. Et donc, les installations traditionnelles sont très lourdes, elles coûtent très cher et elles sont très lourdes côté matériel. Donc, ça a été vraiment perçu comme étant une alternative plus optimale, disons. D'accord. Et ici, donc, on utilise vraiment ce qui est le solaire. Donc, le soleil, on sait que pratiquement le Sénégal dispose du soleil 365 jours par an, pour ne pas dire tout le temps. Vous aviez parlé tout à l'heure de l'impact sur l'environnement. Est-ce qu'on peut revenir plus en détail sur ces points-là? Oui. Aujourd'hui, étant moi un professionnel de l'énergie, donc spécialement de l'hydrocarbure, on connaît les effets nocifs qu'ils peuvent avoir, en tout cas, sur l'environnement. Vous avez noté les vagues de poussière qu'on a vécues à Dakar ces derniers temps. Et donc, multiplier ce type de device-là va aider à assainir un peu notre environnement. C'est mieux qu'utiliser un groupe électrogène qui pollue, c'est mieux qu'utiliser de l'électricité qui est en tout cas produite par des centrales qui utilisent du gasoil ou même dans certains cas de l'énergie nucléaire. Et qu'est-ce qui a motivé cette initiative? Alors, c'est réellement une volonté d'améliorer les conditions de vie de nos frères et sœurs, pas seulement au Sénégal, mais en Afrique. Comme je l'ai dit tantôt, plus d'un milliard de personnes qui n'ont pas accès à Internet et à l'électricité en 2019 en Afrique. C'est un drame. Donc, c'est vraiment apporter une solution, apporter un device qui va changer la vie de ces populations-là. C'est réellement, ce projet est né d'une volonté d'impacter positivement la vie de nos communautés. Tout à fait, d'accord. Nous passons à la suite, mesdames et messieurs, de Midi Actu. Alors, côté économie, comme pratiquement tous les mercredis depuis un moment, donc M. Serigne Mor Sène nous revient avec une définition d'un terme souvent utilisé, soit dans le domaine de l'économie, de la comptabilité ou des finances, suivant ses explications. PIB, c'est le produit intérieur brut. C'est un agrégat, c'est-à-dire une grandeur économique qui permet de mesurer le résultat de l'activité économique globale qui s'est réalisée dans un pays au cours d'une année. Autrement dit, le PIB n'est rien d'autre que la valeur monétaire de toute la production en biens et services réalisée dans un pays au cours d'une année par les entreprises résidentes. Donc c'est un indicateur de mesure qui permet d'avoir une idée sur la performance économique d'un pays. Donc c'est un agrégat, c'est une grandeur économique. Maintenant pour le PIB, les économistes peuvent l'aborder sous deux angles. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle le PIB à prix courant, qu'on appelle aussi le PIB nominal,
ou bien le PIB au prix du marché. Donc c'est le PIB qui tient compte de l'évolution des prix sur le marché. C'est-à-dire vous prenez toute la valeur de la production qui est réalisée dans un pays au cours d'une année, mais vous l'exprimez en tenant compte de l'évolution des prix au cours de cette période. Mais la plupart des économistes préfèrent utiliser ce qu'on appelle le PIB à prix constant, qu'on appelle le PIB en volume, ou bien le PIB réel. Pour ces économistes, c'est ce PIB qui est beaucoup plus réaliste, qui est beaucoup plus près de la réalité. Parce que c'est un PIB qui élimine l'effet inflationniste et qui donne l'exacte mesure de toute la production en biens et services qui est réalisée dans ce pays au cours de cette année. Alors, Monsieur Sarr, vous me disiez tout de suite que vous aviez fait l'école de commerce, donc là, ça vous parle, hein, PIB, les explications liées à tout cela? Oui, ça me rappelle un peu les cours d'économie. Après, c'est l'un des indicateurs, en tout cas, de performance les plus suivis de nos États, spécialement les États en voie de développement. Tout à fait. On a quand même les taux de croissance les plus élevés en Afrique actuellement. Vous voyez, en France, c'est du 0, 0,1, 0,2, mais flat. On a connu les dragons, les pays en fait, de l'Asie qui, à un moment donné, ont eu des taux à 2 chiffres de croissance. Nous, aujourd'hui, on tourne autour de 5, 6, 7%. On pense que c'est faible, mais je pense que c'est en Afrique qu'on a les taux de progression les plus importants. Et ça montre le potentiel qui réside dans ce continent. Moi, j'aime pas quand on dit l'Afrique, c'est l'avenir. C'est pas l'avenir, c'est maintenant, c'est le présent. Ça, c'est très clair, c'est très clair. Nous passons, mesdames et messieurs, à la dernière partie de Midi Actu. La journée mondiale du théâtre célébrée ce 27 mars. La situation du théâtre au Sénégal va de mal en pis. Déclaration de M. Lamine Ndiaye, artiste comédien. Il estime que la plupart des Sénégalais méconnaissent le véritable théâtre et sont plus portés sur les téléfilms. Le voici qui propose bien sûr quelques solutions pour revaloriser. Voilà, j'y arrive, le 4e art, suivant ses explications. Représentation scénique, justement, on en parle beaucoup, mais il n'y a plus presque de représentation scénique. Il y a cependant quelque chose qui pallie cette absence, c'est les téléfilms. Et tous les Sénégalais l'appellent théâtre. Donc, je peux dire que ça va de mal en pire, parce que ce qu'on voit au niveau de la télévision n'est que des téléfilms, c'est comme les films. Mais le théâtre, proprement dit, je pense qu'on devrait revoir un tout petit peu, comme les années passées, nos classiques, essayer de revenir sur cette forme de médium, parce que le théâtre est un médium de communication. En fait, je crois que c'est la création qui est devenue en panne. Est-ce que les gens manquent d'idées ? Non, je ne pense pas, parce que les idées sont là. J'ai parlé tantôt des classiques. Il y en a qui écrivent des classiques, mais est-ce que c'est usité ou visité par les acteurs eux-mêmes? Il y en a qui se plaisent de faire une copie. Pour moi, l'originalité vaut mieux que la copie. Le théâtre se fait sur scène et répond à des critères qui sont purement techniques. Le théâtre, sa définition technique, c'est la règle des 3 P, pensée, parole et plastique. Ce n'est pas un film où on impose ce qu'on appelle la dianétique. La dianétique est un ensemble. La dianétique implique le sentiment et l'émotion. Donc il y a un changement que les gens devraient normalement apprendre ou visiter ou faire même. Pourquoi pas des émissions de théâtre et expliquer aux gens qui confondent vitesse et précipitation quand il s'agit de ce métier. Alors, nous avons ensemble écouté M. Lamine Ndiaye, qui est d'ailleurs ici, que nous saluons au passage. Vous avez entendu les explications par rapport, en tout cas, à la place du théâtre aujourd'hui au Sénégal, qui, d'après lui, va de mal en pis.
Alors, M. Lamine Gueye, c'est un monument de la scène théâtrale du Sénégal. Je veux dire, aussi lointain que vont mes souvenirs, je me rappelle de lui à la télé. Donc c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Moi, quand je pense théâtre, je vois écrit, roman, texte et représentation sur une scène. Acte 1, acte 2, voilà. Scène. C'est comme, voilà, c'est ce que j'entends quand je pense théâtre. Mais aujourd'hui, dans le vocabulaire collectif du Sénégalais, le théâtre, c'est les téléfilms. Parce que ces derniers ont pris la place où on remplit ce vide. Parce qu'il faut le dire, il y avait avant des troupes de théâtre qui avaient une activité qui était là réelle. Et on les sentait. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et on est en face juste du Sorano, là. Voilà. Bon, peut-être que moi, je n'ai pas vécu ça, mais ma mère m'en parle qu'ils allaient au théâtre chaque mercredi ou chaque samedi. On n'a pas vécu ça, nous. Il y a eu le cinéma à un moment donné, on n'a plus eu de salle. Et donc, ces téléfilms-là sont venus remplacer ce vide-là. Tout à fait. La nature est en horreur du vide. Donc, c'est dommage que l'art théâtral de manière pure et plus ou moins disparu. Mais c'est parce qu'il a disparu que ces téléfilms-là sont venus remplir en fait cet espace-là. Entre guillemets. Donc faudrait que, je sais pas, c'est peut-être le ministère de la Culture ou en tout cas les autorités en charge de ces trouver quelques solutions pour revaloriser le théâtre. Mettre une politique vraiment, parce que c'est une vision, toute une politique qui va devoir remettre cette industrie-là sur les rails. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Sarr. Mais je vous en prie. Alors, vous pouvez revenir pour encore nous donner des informations, en tout cas sur l'évolution de cette activité que nous pouvons juger très noble, en tout cas. Bien sûr, ce sera avec plaisir et j'espère qu'on sera là pour vous montrer les avancées significatives que nous avons eues depuis lors. Très bien, merci beaucoup. Alors, c'était Monsieur Mohamed Sarr, il est entrepreneur, il était l'invité du jour dans Midi Actu, qui revient demain, bien sûr, à partir de 12 h sur la RTS2. On se quitte avec la météo. Au revoir. Nationale, le nombre des députés.